Bonjour à toutes et à tous en ce lendemain de Noël, c'est Franco Raptors. On ne vous a pas oublié, on est toujours là. Malgré les intempéries, malgré la neige, on fait à distance aujourd'hui pour ne rien vous cacher si vous êtes en audio. Et vous l'aurez certainement remarqué sur les ondes de Choc FM, on n'a pas pu se rendre au studio pour programmer l'émission. Donc ça a été la rediff de la semaine dernière. Mais on est bien là avec Patrick Bizindavi pour vous sur vos plateformes de rediffusion, sur chocfm.ca et bien sûr sur YouTube. Salut à toi Patrick. Salut Mike, salut à tout le monde et bonne fête à tous les auditeurs de Choc FM. Et aujourd'hui, on enregistre après le match contre Washington qui ne s'est pas bien passé pour nos Raptors. On va revenir sur ce match et bien sûr sur toute la semaine des Raptors qui vont rentrer bientôt à la maison pour 5 matchs de suite à la Scotiabank Arena. Il va falloir se reprendre parce que les Raptors qui restent sur une semaine assez catastrophique malgré tout, puisqu'ils n'ont gagné qu'un seul match depuis notre dernière émission. On était tellement enthousiastes, on était en 2-0 avant les deux matchs du week-end. C'était Boston, c'était Brooklyn et on se disait, bon, il y avait moyen d'être au moins à 3-1. Eh ben non, deux défaites le week-end. On s'est rattrapé contre Miami dans la semaine, mais rechute juste après Noël. On n'a pas bien digéré la dinde du côté des Raptors et une défaite ce vendredi soir face aux Wizards qui n'avaient gagné que 5 matchs. On va y revenir. Le sommaire du jour, justement, c'est le retour sur ces 4 matchs dont je vous ai parlé. Ensuite, on parlera du joueur de la semaine comme d'habitude, la question du jour et en ce moment, on enchaîne les questions du jour très très intéressante. Donc restez bien à l'écoute. Et ensuite, on fera un tour d'horizon des renforts possibles sur les lignes extérieures et plus précisément sur le meneur de jeu. Ça sera lié à la question qui vient juste avant. Et pour terminer, on parlera du match qui viendra demain, puisque vous nous écoutez samedi. Ce sera un très très gros match contre les Warriors de Golden State. Steph Curry, Jimmy Butler et Draymond Green qui seront en visite à l'Arena Scotiabank. Ça promet d'être un gros match pour des Raptors qui doivent se relancer. Mais tout de suite, on commence, Patrick, avec l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti. Are you ready? L'actu des Raptors, je vous le disais, c'est malheureusement une semaine très très négative et j'ai envie de dire, Patrick, heureusement que le Heat est peut-être plus en difficulté que les Raptors, même ils se sont rattrapés avec une victoire, mais le Heat a été vraiment très décevant contre Toronto avec une victoire plutôt facile contre l'équipe de Miami. Mais avant cela, bien sûr, il y avait cette défaite 112-87 contre Boston. Cette défaite 96-81, seulement 81 points marqués en 2025, Patrick, c'est pas beaucoup. La victoire contre Miami, c'était 112-91. Et la défaite de ce vendredi, c'est un score complètement différent. Là, ça a été un match très offensif. Les défenses étaient restées à la fête de Noël. 117-138. Patrick, quel est un peu ton sentiment sur cette semaine bien négative pour nos Raptors? Oui, c'est une semaine en scie avec des défaites et puis une bonne victoire face à Miami qui, comme tu le disais, Mike, est toujours en difficulté. Ils ont gagné ce vendredi quand même, mais l'équipe de Miami très en difficulté. Moi, je pense que de plus en plus, les Raptors perdent les matchs, plus on voit justement les faiblesses dans leur rang. Contre Boston, c'était un match très physique et avec l'absence de Yag, donc on le dit à chaque émission. Il faut vraiment quelqu'un qui soit capable de prendre des rebonds. On a vu un choix tactique du coach Joe Mazzulla pour contre les Boston Celtics, où il a mis deux grands dans dans le match et les arrières et donc et les ailiers, il leur disait tirer.
parce qu'ils savaient que, s'ils ne marquent pas, prendre les rebonds offensifs et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ils ont vraiment dominé. Pritchard, je ne sais pas ce qu'il a contre les Raptors. Chaque fois que chaque fois qu'il joue contre les Raptors, il a un switch qui fait que, il marque à chaque fois, il y a personne qui peut défendre contre lui. Donc c'est contre le match de Boston, c'était vraiment un match très physique où, le coach a dû justement exploiter les faiblesses des Raptors et le match suivant contre, Brooklyn, c'était la même chose. Ils ont été dominés et Brooklyn, c'est une équipe qui est en développement comme on le dit, mais qui est sur une bonne lancée. Ça fait quelques semaines qu'ils jouent très bien, ils gagnent des matchs et donc, sur le papier, c'était un match que les Raptors devaient gagner et là, non. Ils ont perdu contre une équipe qui les a poussés jusqu'au bout et justement, on a vu quelques semblants de physicalité, mais ils ont été dominés vraiment, de partout. La victoire contre Miami, c'était bien, il y avait une bonne défense, mais je pense que dans les défaites et dans les victoires, jusqu'à présent, la constance a été Brandon Ingram. Lui, il n'a jamais eu de mauvais match, sauf pour, le match contre Miami où, la petite histoire, le coach voulait le mettre dans le terrain et puis il a dit non. Il a dit: «Je vois que, Jamison Butler joue bien, et donc, c'est mieux qu'il soit qu'il reste sur le terrain. Donc, c'est le seul match où je ne pense pas qu'il ait eu au moins 20 points parce que le dernier quart-temps, il s'est assis carrément parce qu'il a dit: «On est en train de gagner, Jameson Barrett joue bien, qu'il reste dans le match». Et donc, ce vendredi soir, défaite contre Washington. Encore une fois, un bon match de Brandon Ingram, mais lui seul ne peut pas gagner le match. Il est vrai que il n'y avait pas RJ, il n'y avait pas Yak, il y avait pas CMB. Donc, et on avait annoncé justement que euh, Scottie Barnes était malade aussi, donc il n'était pas à 100%, mais il y avait manque d'effort contre cette équipe de Washington qui a seulement gagné 5 matchs. Donc là, il vient de gagner le sixième et c'est contre les Raptors. On va revenir sur ce bilan-là, mais je pense qu'il y a un manque d'effort, même si il y a visiblement manque de taille, mais je pense que l'effort en défense, surtout ce match, vendredi contre Washington, c'était un match qu'il fallait gagner et la seule chance que les Raptors ont eue, c'est que Philadelphie a perdu, contre les Bulls. Orlando a perdu. Donc, après la défaite, ils ont quand même gardé la 4e place à l'Est. Mais les matchs qui vont venir, que ce soit à Golden State, que ce soit Orlando, ou bien les Denver Nuggets, c'est pas des matchs faciles du tout. Ils sont chanceux de garder la 4e place, mais ça ne il doit y avoir un changement absolu. Justement, avant de revenir de mon côté là-dessus, parce que tu as été assez complet pour résumer un peu les problèmes sur chacun des matchs, est-ce que tu es inquiet à l'approche des trois derniers matchs de 2025? Tu l'as dit, c'est deux gros morceaux de l'Ouest, Golden State et les Nuggets qui marchent sur l'eau avec un Jokic extraordinaire sur cette fin d'année, et Orlando, une équipe concurrent direct mais une équipe qui est très, très, très physique. C'est une équipe qui justement va rentrer dans les Raptors, qui ne les laissera pas jouer comme ils le veulent, et ça peut faire peur. Quel est un peu ton état d'esprit? Puis après, moi, je vais compléter un petit peu ce que tu as dit, mais en réalité, j'ai pas énormément de choses à dire parce que tu as été assez précis sur les problèmes des Raptors sur les différents matchs. Mais est-ce que tu es inquiet sur ces trois matchs à venir? On se penchera sur 2026 la semaine prochaine, mais là déjà pour terminer 2025, est-ce que tu es inquiet? Mon inquiétude, est basée sur Yak. Parce qu'on ne sait pas s'il va jouer, on ne sait pas s'il va terminer le match, on ne sait, c'est vraiment du jour au jour. Quand ils disent day to day, c'est vraiment le cas pour Yak. Et donc, moi, la seule chose qui fait que je ne sois pas trop inquiet, c'est que on a annoncé que RJ est prêt à retourner sur le terrain. Donc,
si dès qu'ils ont RJ, là, c'est un boost offensif, carrément. Et donc, si on parvient à récupérer RJ et que Yak soit en bonne santé, il y a moyen de gagner des matchs avant la fin de l'année. Mais le fait que on ne sait pas quel Yak va venir, même si des fois il joue, est-ce qu'il est capable de jouer contre des équipes physiques? On ne sait pas. Donc, peut-être que le fait qu'il n'a pas joué contre Washington et qu'il ne joue pas samedi, peut-être dimanche, il pourrait être là ou lundi. Donc, je me dis probablement lundi contre, parce que c'est contre donc Orlando Magic ou ce sera une équipe de l'Est. Je préfère qu'il joue contre Orlando, donc que RJ soit là et que Yak soit là contre Orlando parce que c'est une équipe en concurrence directe à l'Est. Ma seule inquiétude, c'est vraiment au niveau de la blessure de Yak. Sinon, si l'équipe est au complet et si MB est là, je pense qu'ils peuvent, on l'a vu lorsqu'ils sont en complet, ils peuvent jouer contre n'importe quelle équipe, mais c'est l'état de santé de Yak qui m'inquiète pour le moment. Oui, totalement d'accord avec toi, Patrick, là-dessus. Pour revenir au match de cette semaine, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que les problèmes du secteur intérieur, quand même, sont flagrants. Ils ont été mis à nu, malheureusement, avec les Raptors ont été dominés par Luka Garza quand même. Luka Garza, c'est un joueur qui n'avait presque pas joué cette année. Je crois qu'il tourne à 1 point par match sur cette saison. Il ne jouait même pas. Et Mazzulla l'a fait jouer euh, au lieu de Xavier Tillman, juste par rapport à sa taille et pour rentrer dans les Raptors. Donc ça, je trouve que c'est un très très gros problème. Et moi, ça m'inquiète un petit peu sur les matchs à venir parce que les Raptors vont jouer contre des équipes qui vont leur rentrer dedans, notamment bien sûr Orlando et bien sûr Jokic et toute sa bande qui sont extrêmement forts à l'intérieur. Donc je suis quand même un petit peu inquiet. Surtout que, comme tu l'as dit, Jakob Poeltl, même s'il est sur le terrain, et ça, c'est une inquiétude qu'on a vue face aux Nets, même s'il est sur le terrain, on ne sait pas quel match on va avoir de Jakob Poeltl. Il a joué 7 minutes contre les Nets et il a quitté le terrain. Il a été obligé de quitter le terrain parce que son dos ne tient pas. On sait que parfois il joue, mais qu'il n'est pas à son niveau parce que c'est pareil, toujours ses problèmes de dos. Donc, ça m'inquiète quand même un petit peu. L'avantage, c'est que, comme tu l'as dit, il y a eu des défaites aujourd'hui des concurrents directs. Donc, on se maintient dans ce top 6 de l'Est. Mais attention, parce qu'il y a même des équipes qui commencent à revenir. Là, Chicago joue mieux. Il y a d'autres équipes qui commencent à mieux jouer. Et donc, attention à ne pas enchaîner des défaites qui pourraient quand même être conséquentes et avoir des conséquences pour les Raptors. On espère que la santé va être là, que RJ Barrett va revenir. Ma crainte aussi, c'est que est-ce que RJ Barrett va revenir à un bon niveau ou est-ce que ça va prendre du temps parce qu'on met énormément sur ses épaules aussi, malheureusement. Et puis voilà, et pour terminer, c'est vrai que les Nets, malgré tout, comme tu l'as dit, je voulais terminer sur les Nets. En ce moment, ils ont l'une des meilleures défenses de la NBA depuis une dizaine de matchs, je crois. Donc, on les a peut-être sous-estimés un petit peu. Et puis, pour conclure, ce qu'on doit retenir de ces 4 matchs, c'est qu'il y a toujours eu un problème pour les Raptors d'un côté du terrain. Les 3 premiers matchs, même s'ils ont gagné contre Miami, c'est l'attaque qui manquait vraiment de réussite. On a la pire attaque de la ligue depuis une quinzaine de matchs. Et enfin, ce vendredi soir, les Raptors qui parviennent à faire un bon match offensif et qui sont totalement absents en défense, ça c'est un gros problème. Oui, c'est ça. Et puis contre Washington, dès qu'on dépasse la ligne des arrières en défense, il y avait personne pour protéger la raquette. Donc, c'était bon en pénétration. Ils ont mis les tirs. C'est ça, il y a que dès que, les attaquants de Washington dépassaient la ligne des défenseurs, il y avait personne pour défendre contre, dans la raquette. Donc ils ont marqué beaucoup de points donc en pénétration. Et il y avait rien qui pouvait, défendre, dans la raquette, que ce soit au niveau de rebond. Mais il y avait un manque d'énergie dès le dé tu en parlais dès que le match a commencé. Il y avait un manque d'énergie flagrant chez les Raptors qu'on sentait qu'ils n'étaient pas à 100. Et puis à la fin, Darko a mis des remplaçants, carrément parce que le match, dès la cinquième, sixième minute du quatrième quart-temps, on sentait que c'était déjà fini. Mais il faut dire que même si
même si les Wizards n'ont pas gagné beaucoup de matchs, ça reste une équipe NBA, ça reste, une équipe qui peut surprendre des gens parce que c'est la deuxième victoire en cette semaine, je pense. Ils ont gagné contre je ne sais plus qui, mais quand même, ils ont des vétérans comme CJ McCollum, qui peut prendre des tirs et puis, aujourd'hui, ils étaient précis au tir, ils étaient, offensivement, ils ont bien joué. Je pense qu'il ne faut pas jouer en match sur papier quand ils sont sur le terrain. C'est des joueurs de NBA, donc ils peuvent surprendre beaucoup. Donc, les Raptors doivent se reprendre, c'est sûr. On va voir ce que ça va donner contre les Warriors ce dimanche. Ouais, totalement. Mais en fait, c'est ça. De toute façon, en NBA, tu le sais très bien. Si tu laisses une équipe prendre confiance, n'importe quelle équipe de la ligue, tu la laisses prendre confiance, tu vas te faire détruire parce que c'est des joueurs NBA. Ils ont shooté à 15 sur 33 à 3 points, 45,5%. À partir du moment où tu laisses une équipe se mettre dans le rythme comme ça, après, ils rataient plus rien à la fin. Et pourtant, les Raptors ont fait un bel effort et étaient revenus à la fin du troisième quart-temps. Ils étaient revenus à un tout petit point avec un beau troisième quart-temps, remporté 38-29. Mais ensuite, le quatrième quart a été désastreux. Et puis, ce que je te disais au début, c'était l'énergie, le peu d'énergie que Scotty avait. Et on sent que c'est vraiment le baromètre par rapport à ses coéquipiers. Quand Scotty est vraiment le moteur de cette équipe, on voit la différence. Et là, les minutes de Scotty Barnes, c'est -29 ce soir de différentiel. -29 en 29 minutes. Donc, c'est catastrophique. Il a pourtant montré des choses en attaque. Mais là, par contre, ce soir, c'était de l'autre côté du terrain. C'est en défensivement qu'on n'a pas vu l'impact qu'il avait d'habitude. Même en attaque, au début, il s'est fait contrer plusieurs fois par Alex Sarr. Alex Sarr qui a Alexa, été ouais. très très bon ce soir. Il a mis 15 points. Bizarrement, il prend que 3 rebonds, Alex Sarr, mais il fait 3 contre. Je l'ai trouvé très bon. Mais c'est toute l'équipe des Wizards qui a été excellente, notamment Keyshawn George contre Oh, l'équipe Christian George, canadienne. il ne ratait rien carrément, il ne ratait et puis, on sait que c'est un joueur qui peut défendre, mais en attaque, il a il a tout marqué et même Koulibaly a bien joué, donc c'était un mauvais match contre les Raptors, mais un très bon match, un excellent match pour Washington. Voilà, on va se quitter là-dessus, en tout cas pour cette partie de l'émission. On va passer au joueur de la semaine. Le joueur de la semaine, c'est Sandro Mamoukelashvili, parce qu'il a fait des bonnes performances quand même en tant que titulaire sur le poste 5. Il a été titulaire sur 3 des 4 matchs, mais en vrai, le seul match où il n'a pas été titulaire, Jakob Poeltl n'a joué que 7 minutes, et ensuite, c'est Mamou qui a été la plupart du temps le poste 5 de cette équipe. Il tourne à 13,75 points de moyenne sur les 4 matchs de cette semaine. Il a notamment mis 24 points contre Boston. Il a fait son record en carrière avec 7 passes décisives contre Miami et il a fait son premier double-double de la saison contre Washington avec un record de saison avec 11 rebonds. Patrick, qu'est-ce que tu aimes de Mamoukelashvili? Qu'est-ce que pour toi il apporte à cette équipe? Quelles sont un peu ses forces? Et puis après, on va quand même devoir parler de quelles sont ses limites et ses faiblesses, notamment par rapport au fait qu'il joue au poste 5. Et ça, on l'a dit depuis le début de la saison. C'est pas vraiment un poste 5, Mamoukelashvili. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il a apporté cette semaine? Je pense que Mamou, c'est l'une des bonnes surprises de cette saison. Donc, il est le pivot remplaçant, mais on sait que on va revenir sur ses faiblesses. Mais au niveau au niveau de l'attaque, c'est justement la force justement de Mamou. On pensait que ce sera un joueur unidimensionnel, c'est-à-dire qu'il va faire un stretch five pour tirer. Mais là, on remarque que il peut tirer. Deux, il peut pénétrer, il peut vraiment attaquer. Trois, il peut défendre contre les joueurs moins grands que lui. Et donc, il apporte une variété de choses. Et là, on a vu ces dernières semaines, quand ça rentre vraiment. Et donc, donc, il est là, et puis il dit toujours que le coach, les joueurs l'encouragent à tirer. Lorsqu'il est ouvert, il faut tirer. Donc, ça permet, lorsque ça commence à rentrer, ça permet non seulement d'élargir un peu la défense, de permettre de bonnes pénétrations et de permettre aussi des cuts
au niveau de l'attaque. Donc, je pense que il a beaucoup d'énergie et des fois, il joue bien la défense. Il joue bien la défense. On a vu des matchs où il avait un ou deux contres en défense, il prenait des rebonds et chaque fois que l'une aussi des avantages de la voix, c'est que quand il prend un rebond, des fois, il n'a pas besoin de donner la passe au meneur. Il peut monter lui-même avec la balle et donc prendre l'initiative en transition. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un. Et puis, on le voit même après le match, c'est quelqu'un qui blague, qui est vraiment content d'être là, l'esprit d'équipe est là. Il comprend que après des saisons difficiles, quand il jouait aux Bucks ou bien à San Antonio, là, c'est une opportunité qu'il a avec les Raptors parce qu'il est garanti qu'il va jouer. Parce qu'il n'y a pas d'autre qui va jouer au poste 5. Donc, le fait qu'il soit donc sûr et certain qu'il va entrer dans le jeu, il y a moins de pression sur lui. Et donc, quand il entre, quand il est ouvert, il va tirer. Et quand ça entre, ça entre. Donc, il a eu des records de saison, que ce soit au niveau des rebonds, au niveau des passes et au niveau des points. Juste cette semaine, il a eu vraiment de bonnes performances contre, même dans les défaites il a eu quand même de bonnes performances à l'absence de Yak. Et donc, mais je pense que c'est un joueur qui, au début de la saison, jouait mieux quand il était en sortie de banc. Parce que la combinaison Jamal Shed, Sandro, ça semblait marcher en début de saison, mais là, puisque Yak n'est pas disponible à tous les matchs, là, il est mis dans les 5 de départ. Il est toujours efficace, mais je pense que c'est mieux qu'ils soient dans la deuxième unité pour amener beaucoup plus d'énergie. Et donc, ça, c'est vraiment ce que je vois comme avantage pour Sandro. Je suis complètement, mais en vrai, pour résumer, en fait, c'est un poste 4 même voire 3. Il jouait 3 avec la Géorgie, qu'on fait jouer poste 5. Donc forcément, il a des avantages de vitesse et il y a son tir de loin qui fait que les pivots adverses, surtout de grande taille, vont avoir du mal à défendre sur lui. Donc ça lui donne un gros avantage. Mais si je peux basculer directement sur ses limites, le problème, il est de l'autre côté. Et tu m'as envoyé un message pendant le match de ce vendredi soir. On n'a pas de protection de cercle et c'est vrai parce que ça oblige Scotty Barnes ou Colin Murray-Boyles a joué au poste 5. En plus, ce vendredi soir, il n'y avait pas Colin Murray-Boyles et Scotty Barnes était malade. Donc là, l'impact à l'intérieur, on le sentait qu'il était vraiment négatif. Il n'y avait pas de protection de cercle et il y a quand même un manque au rebond parce que même si Mamou, il va prendre des rebonds, quand il est face à des adversaires plus grands, ça reste très très compliqué. Donc on voit les Raptors qui sont en grande difficulté et c'est là où tu as totalement raison. Il est très bien en sortie de banc face à des second units, face à des joueurs moins forts, mais dès qu'il doit jouer contre des titulaires, là, contre des pivots titulaires, ça commence à devenir compliqué. Et d'ailleurs, on va le voir si on va croiser les doigts pour que Yak soit dispo face à Denver et même face à Orlando. Orlando, C'est ouais. un peu différent par rapport à Golden State. On va en parler tout à l'heure parce que Golden State, d'ailleurs, on a Draymond Green qui n'est pas content parce qu'on l'oblige à jouer contre des intérieurs de grande taille. Et je pense que au fil de la saison, Scotty Barnes va aussi peut-être commencer à râler parce qu'on l'a un peu remis dans la situation où il était avec Nick Nurse à l'époque avant que Jakob Poeltl arrive. Justement, le transfert de Jakob Poeltl, on l'avait fait pour cette raison parce que on s'était lassé du côté des Raptors, de Siakam, de OG, de, de, de Scotty, de devoir toujours défendre contre des pivots de 7 pieds et plus. C'est très prenant physiquement et quand tu dois jouer des deux côtés du terrain, eh bien, tu laisses de la gomme, comme on dit, t'as plus de mal après. Et donc, je pense que malgré tout, cette nécessité de recruter un poste 5 physique, elle est plus que jamais présente. Je ne sais pas quand est-ce que les Raptors vont le faire. Je ne sais pas s'ils y songent. J'espère qu'ils y songent parce que, comme tu l'as dit dernière, c'est une évidence. Si tous les fans le voient, si nous on le voit, si les autres journalistes le voient, je ne vois pas comment Bobby et son staff ne le voient pas. Même Darko Rajakovic
Il ne peut pas aller dire oui, on m'a construit mon équipe pas de la bonne manière, mais au bout d'un moment, il doit bien se rendre compte que ces joueurs, ils doivent se batailler au rebond à chaque fois. Et il y a des équipes où tu peux pas. Là, les Raptors vont jouer contre Orlando. Ils vont devoir se taper Goga Bitadze. Ils vont devoir se taper un front de courte qui est très très grand avec Banchero, avec Wendell Carter Jr., avec Franz Wagner aussi qui est grand. Donc ça va être très très compliqué. Donc là, je pense que de plus en plus, on voit que c'est une nécessité. Et en fait, c'est rien contre Mamou, qui a un apport exceptionnel par rapport à ce qu'il sait faire, mais qui, comme on l'a dit, a ses limites, clairement. Oui, absolument, absolument. Et puis, il n'y peut rien, même vendredi contre Alexa. Alexa a sauté un grand match parce que, justement, il y avait personne qui pouvait pousser contre lui. Donc, je pense que ils ont besoin absolument d'un grand. Mais je pense que il le voit. Le fait qu'on peut le voir, que tout le monde peut le voir, je pense qu'ils sont en train de faire des choses derrière la scène que ils ne sont pas obligés de nous le dire, mais je pense que moi, c'était une surprise de voir Mo Bamba dans la G-League. Je ne savais même pas qu'il était dans la G-League. Donc, il y a des joueurs qui sont disponibles, qui peuvent jouer un rôle ou deux dans une équipe qui a besoin justement de joueurs de grande taille. Mais je pense, à mon avis, ils sont au courant et puis la saison des trades a déjà commencé. Donc, c'est sûr que derrière la scène, il se passe des choses parce que les Raptors ne peuvent pas continuer la saison comme ça avec des joueurs de moins. Il est vrai que CMB joue très bien, il prend les rebonds, mais il n'est pas en centre. Il n'est pas en centre, il est lui aussi limité. Il peut être physique, mais au fil de la saison, ils vont être fatigués. Ils vont être fatigués. Et puis, c'est pas leur rôle de jouer contre des grands comme Jokic et autres. Et donc, je n'ai rien à ajouter par rapport aux faiblesses. C'est juste la taille. C'est juste il doit jouer contre des joueurs qui sont plus physiques, plus grands que lui. Mais, quand même, c'est bon que les Raptors aient quelqu'un qui peut faire ce qu'il peut faire parce Mhm, totalement. ils ont besoin, oui, oui, ils ont besoin d'un peu d'élargir leur attaque. Et puis l'attaque, c'est une attaque en mouvement. Donc, ils ont besoin de quelqu'un comme lui, surtout quand l'autre équipe décide de jouer petit. Mais là, tout le monde, les scouts, ils savent que les Raptors sont faibles donc, au niveau des rebonds et tout. Et donc, ils jouent en conséquence. Donc, ils mettent les joueurs les plus grands. Et sauf Golden State, les autres équipes qui vont arriver, ils ont des centres qui vont pousser. Et donc, on espère que ça sera réglé au plus vite. Parfait. On va terminer avec la question du jour. La question du jour, elle ne devrait pas prendre longtemps, mais elle est quand même très très importante. Emmanuel Quickly, qui est au centre de la question du jour aujourd'hui. Emmanuel Quickly qui fait des bonnes performances, mais montre quand même une certaine irrégularité. Il faut quand même le souligner. Emmanuel Quickly, qui est le troisième salaire de l'équipe, il est au-dessus des 30 millions de dollars. Donc, c'est un salaire de meneur de jeu titulaire. Pas un salaire de superstar, malgré tout, mais un salaire que certains bons joueurs ont, des joueurs qui sont des titulaires dans des équipes fortes. Ma question, c'est est-ce que Emmanuel Quickly, c'est un meneur titulaire en NBA? On sait qu'on l'a récupéré des Knicks dans l'espoir qu'il se transforme de ce rôle de sixième homme en meneur de jeu titulaire. C'est un meneur titulaire dans une équipe qui joue le bas de tableau, certainement, mais est-ce que c'est un meneur titulaire dans une équipe qui prétend aux séries éliminatoires? C'est surtout ça ma question. Et si la réponse est non et qu'on veut viser plus haut, est-ce que c'est lui qui doit être visé pour un trade si on veut aller plus haut? Quelle est ta réponse à cette question? Moi, je pense que c'était évident à New York s'il était un meneur remplaçant. Il est vrai que le meneur titulaire, c'est quand même un des meilleurs de la NBA. Et donc, je pense qu'ils l'ont amené aux Raptors pour être le meneur titulaire en vue de le développer à ce Mhm. qu'il soit un bon meneur NBA. Donc, dans une équipe qui prétend au titre, je ne pense pas que Quickly soit peut-être dans une équipe comme Houston, qui n'ont pas de meneur,
il peut être meneur titulaire parce que Fred n'est pas là. Mais sinon, les équipes qui prétendent au titre, Houston, Denver, même Los Angeles, ça c'est à l'est, New York à l'ouest, New York à l'est, euh, je ne vois pas Quickly prendre une place de meneur de jeu principal dans ces équipes-là. Mais il faut dire aussi qu'il a les qualités d'un bon meneur. C'est un bon distributeur, il peut bien tirer à 3 points, et puis c'est quelqu'un qui n'est pas selfish. Tu es ouvert, il va te donner la passe. Il a des difficultés en défense, oui, mais je pense que quand ils ont signé Quickly, ils n'ont pas signé pour qu'il soit meneur d'une équipe championne tout de suite. Donc, c'était donc quelqu'un qu'il devait développer en même temps que les autres. Et Mhm. l'idée, quand ils ont décidé que Scotty Barnes soit un franchise player, ils ont pris la décision de prendre des joueurs qui sont dans le même intervalle d'âge, c'est-à-dire Ok. 23, 24 ans autour de ça. Et c'est ça qu'ils ont fait. Donc, autour de Scalibans, ils ont mis des jeunes. Et c'est maintenant que, bon, maintenant, ils ont vu que quand même, il y avait une déficience. Ils ont amené Brandon Ingram, qui est lui aussi dans la vingtaine aussi, il faut le dire, 27, 28 ans. Mais je ne pense pas qu'au moment où on parle maintenant, Quickly soit un meneur de jeu pour une équipe qui prétend au titre. Mais c'est un meneur qui correspond aux besoins des Raptors, qui ont besoin de développer ces joueurs. Et la grande majorité des joueurs des Raptors, c'est des joueurs de la première ou deuxième année. Donc, et puis c'est en développement, c'est le next step pour eux, c'est-à-dire entrer vraiment dans la compétition pour aller dans les playoffs. Mais pour aller au titre, c'est pas un cas là, oui, ni un Fred VanVleet, mais c'est un meneur à développer. Mais du coup, est-ce que tu te crois au développement d'Emmanuel Quickley en tant que meneur de jeu titulaire des Raptors qui viserait de faire du bruit en playoff dans 2 3 ans? Dans 2, 3, moi je le vois beaucoup plus comme un joueur qui peut attirer de bons joueurs en termes de trade. Ok. Euh, oui, je le vois comme ça. Donc il joue bien, donc sa valeur va monter. Et au le moment où ils auront besoin d'un Giannis Antetokounmpo ou donc au niveau salaire, au niveau et puis lorsqu'il sera tradé de l'autre côté, ce sera peut-être euh, un quelqu'un qui va être en développement dans une autre équipe, mais en termes de salaire, en termes de ce qu'il peut faire, ça peut être quelqu'un qui peut attirer donc un gros morceau dans la NBA, comme on a fait Kawhi. Kawhi, ou bien Marc Gasol. On a dû envoyer JV et d'autres personnes et d'autres joueurs qu'on a développés. Moi, je le vois beaucoup plus comme ça. Est-ce qu'il sera titulaire dans une équipe qui va viser le titre d'ici 2, 3 ans? Ah, je ne vois pas comme ça. Donc tu le vois plus comme une monnaie d'échange à moyen terme pour les Raptors. Après, ouais, moi, Absolument. si je dois te donner mon avis, moi, je trouve qu'en fait, sur le papier, son profil était parfait pour accompagner Scotty Barnes. Mais en fait, j'ai l'impression que l'utilisation que Darko Rajakovic a de ses meneurs ne correspond pas au profil de Quickly. Je m'explique. Quickly, en fait, il fait des passes décisives, mais c'est pas un joueur qui crée beaucoup par lui-même parce qu'il a des limitations pour aller driver au cercle. On voit, il Mhm. va faire des flotteurs et il a du mal à aller jusqu'au cercle et à attirer des aides défensives. La dernière fois, il a fait un alley-oop. C'était presque la première fois qu'on le voyait faire ça. Alors que la qualité première des excellents meneurs de jeu, c'est de pas faire juste des passes qui rentrent dans les systèmes, mais c'est d'aller créer des passes par eux-mêmes. On va parler de joueurs après dans la deuxième partie de l'émission qui sont des spécialistes de ça, qui sont des vrais playmakers. Pour moi, il fait beaucoup de passes décisives cette année, mais c'est parce qu'en fait, il bénéficie d'un système de Darko Rajakovic qui fait en sorte que tu vas faire beaucoup de passes décisives parce que beaucoup de monde fait des passes décisives dans cette équipe des Raptors. Donc, il a cette limitation-là. Mais en soi, cette limitation-là pourrait ne pas être un problème si l'attaque des Raptors, comme prévu, passait énormément par Scotty Barnes
et par Brandon Ingram et que vraiment Quickly soit un joueur sans ballon. Le problème, c'est que c'est le joueur des Raptors qui a le plus de touchés, de touches de balle, de touches. Donc on voit que Darko Rajakovic, quand même, s'appuie énormément sur ses meneurs de jeu dans son système puisqu'on a mis plus Scotty Barnes sans ballon aujourd'hui. Et puis aussi, malgré tout, je demande à voir parce que RJ Barrett devrait revenir et plus de balles vont aller aussi à RJ Barrett, ce qui va peut-être remettre un peu Quickly off ball. Mais voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut encore lui donner un petit peu de temps parce que son profil, pour moi, il est bon par rapport à ce que les Raptors ont besoin, parce qu'ils n'ont pas besoin pour l'instant, sur le papier, d'un meneur de jeu dominant. Sauf s'ils ont envie de changer la donne. Et ça, c'est une possibilité qu'on va discuter aussi dans la deuxième partie d'émission. Mais pour moi, si l'objectif est de faire passer la balle dans les mains de Scotty Barnes, de Ingram et de RJ Barrett, normalement, Quickly, il a le rôle parfait. Maintenant, le problème, c'est cette année son irrégularité à 3 points. Parce que pour l'instant, au mois de décembre, il est à 30,6% à 3 points. C'est un problème. Au mois de novembre, en revanche, il était à 40% à 3 points. C'était Mhm. excellent. En début de saison, au mois d'octobre, il était à 25% à 3 points, ce qui donne sur la saison pour l'instant 35%, ce qui est insuffisant pour Emmanuel Quickly, qui était vendu quand il est arrivé comme un joueur à 39, voire 40% à 3 points dans l'élite de la NBA. Et je trouve que c'est un très très gros problème parce que c'est ça qu'on va lui demander le plus. À la limite, les passes, il les a dans ce système-là. Il fait les bonnes lectures de jeu, il perd pas trop de ballons. Même défensivement, c'est plutôt intéressant. Il y a cette limitation pour aller driver, mais quand son flotteur est là, à la limite, il compense ça. Mais malgré tout, je pense que comme tu l'as dit, dans des systèmes de jeu classiques, c'est pas un meneur de jeu titulaire dans une équipe qui vise le titre en NBA. Et chez les Raptors, pour l'instant, avec l'utilisation que Darko Rajakovic a de lui, pour l'instant, c'est aussi décevant. Mais je pense que on peut lui laisser jusqu'à février avant de savoir si on doit le trade ou pas cette année ou si on doit continuer à le laisser se développer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je pense que s'il est tradé, ce ne sera pas, peut-être pas cette année. Parce que les Raptors ne visent pas le titre cette année, je ne pense pas. Donc, c'est la phase 3 de développement qui nécessite justement la présence de Quickly dans cette équipe-là. Parce que le rôle offensif, les options sont bien déterminées. C'est un, Brandon Ingram, deux, Scotty Barnes, selon qui est sur le terrain. Quickly devient l'option numéro 3 et même 4 quand RJ Barnes, RJ Barrett est là. Donc, dans ce cadre-là, où il n'est pas la première, deuxième ou troisième option, je pense que Quickly peut faire l'affaire. Sachant que en défense, il va faire de son mieux, sachant qu'il y a Yak et Barnes derrière lui. Pour le développement de cette équipe-là, cette année, je pense que ça peut aller. Et donc, l'année prochaine, s'ils veulent vraiment viser donc, le titre, là, c'est là où je pense qu'il y aura peut-être des occasions de faire des trades et autres. Mais pour les besoins de l'équipe cette année, je pense que s'ils parviennent à avoir un bon défenseur au poste 5 remplaçant, Quickly peut faire l'affaire avec RJ Barrett, pardon, Jamal Shade, cette année. Les changements qui doivent se faire, à mon avis, doivent se faire l'année prochaine. Parce qu'en termes de développement, on est dans la troisième année de Darko et je pense qu'on voit justement ça monte au niveau de la performance des équipes, mais ils ne sont pas à un niveau euh, où ils doivent viser le titre cette année, donc faire des trades à cet effet. Sauf peut-être San Antonio, qui a des joueurs de première et deuxième année qui jouent très bien. Les autres qui ont des rookies et des sophomores, on ne doit pas s'attendre vraiment à viser le titre. Et les Raptors ont, la plupart des jeunes qu'ils ont, c'est des jeunes de première, de deuxième année. Mixés avec un Brandon Ingram, avec un RJ, et tout, mais ça reste quand même une équipe de jeunes et on ne peut pas s'attendre à des miracles pour leur deuxième année. Même l'équipe
des Raptors qui a gagné le titre en 2019, c'était des gens qui ont développé, qui sont passés par la G-League, qui sont passés par le bench mob, et puis là, ils étaient prêts à aller jouer en titre avec des joueurs qui avaient de l'expérience comme Kyle Lowry, Danny Green, Mhm. Ibaka et autres. Donc, ça prend du temps pour développer une équipe. Même San Antonio commence à gagner maintenant. Ça faisait des années qu'ils n'ont pas fait les playoffs. Donc, un peu de patience, mais je ne pense pas que s'il y a des mouvements à faire, Quickly doit être dans les joueurs qui doivent partir cette saison. Ok, intéressant, intéressant. Et c'est vrai qu'il faut souligner que les Pascal Siakam, OG Anunoby, Norman Powell et Fred VanVleet ont connu des séries de playoffs avant l'année du titre. Ils étaient dans leur deuxième ou dans leur troisième année, et c'était leur troisième ou leur quatrième année quand ils étaient enfin prêts pour exploser et pour aller au titre. Donc, patience, patience. Très Mhm, bien. On va quand même, Patrick, même si tu veux pas trade quickly tout de suite, on va quand même explorer les possibilités de transfert pour les meneurs de jeu. Donc, il y aura des stars quand même qui sont sur le marché. Donc, peut-être que c'est pas le moment, mais est-ce que s'il y a une opportunité, il faudrait peut-être pas la saisir aussi? On va en discuter, mais avant ça, on va prendre une pause. On se retrouve dans un petit instant. Vous êtes toujours sur Choc FM 105.1. C'est Mike Laviole et Patrick Bizindavi pour Franco Raptors. À tout de suite. Nous sommes de retour, Mike Laviole, Patrick Bizindavi, Franco Raptors, la saison 2 de Franco Raptors. On a l'impression qu'on fait ça depuis des années, mais c'est que seulement la deuxième saison, hein, et c'est l'épisode 14 aujourd'hui de cette saison 2. Et 14, ça fait déjà pas mal. On est bien rentré dans cette saison. On arrive à la fin du deuxième mois complet de compétition. Donc là, on commence à les connaître, nos Raptors, même si parfois, ils nous surprennent un petit peu dans le positif comme dans le négatif. Et on va maintenant évaluer les possibilités de renfort sur le poste de meneur de jeu et un petit peu d'arrière. Mais je crois que j'ai que des meneurs de jeu à te proposer. Et on a des gros noms. On va commencer par ces gros noms. Tu vas me dire pour toi si c'est des quand même, si tu avais l'occasion de faire le transfert avec Quickly qui serait forcément dedans, ça serait pour remplacer ton meneur titulaire par un meneur titulaire qui est quand même All-Star ou qui est une star en devenir. Est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu le ferais pas? On va faire aussi par rapport à l'effectif des Raptors, par rapport au salaire, tout ça. Le premier que je te propose, eh bien, les Hawks ne gagnent pas un match depuis qu'il est revenu. Ils sont sur 5 défaites de suite. C'est bien sûr Trae Young. Alors, est-ce que les Hawks vont pas se demander si leur projet ne se ferait pas sans lui? Trae Young, il est dans son avant-dernière année de contrat. Il est à 45 millions la saison, donc ça ferait de lui le meilleur salaire des Raptors, mais pas de beaucoup. On n'est pas comme sur du Anthony Davis, comme on avait vu la semaine dernière, ou des joueurs comme ça qui ont un salaire énorme. Et puis, tu aurais une année et demie pour l'essayer avant qu'il soit free agent en 2027. Cela nécessiterait Quickly, je pense, plus un autre joueur et beaucoup de pics. Euh, Quel joueur les Hawks seraient intéressés pour faire rentrer dans leur projet? Ça serait à eux de décider et aux Raptors de négocier. Mais qu'est-ce que tu penses de Trae Young qui est, pour brosser son portrait, c'est un meneur de jeu élite en attaque, hein. C'est l'un des meilleurs passeurs de la ligue. C'est un joueur qui rend meilleur n'importe quel intérieur sur du pick and roll. On l'a vu avec Capella qui a obtenu d'abord avec James Harden, ensuite avec Trae Young qui a obtenu des salaires mirobolants grâce à lui. C'est un fort scoreur, un fort shooter à 3 points. Même si j'ai regardé un petit peu ses stats, il est qu'à 35% en carrière. Donc des fois, c'est un petit peu trompeur les highlights avec ses tirs de loin et tout ça. mhm. Euh, Sa meilleure saison, c'était en 2023-2024. Il était à 37%. Mais depuis, il est à 34 et cette année, il est à 27,7. Mais bon, cette année, c'est un peu particulier. Il a joué que 8 matchs, il a été blessé. La saison dernière, il a joué 76 matchs, il tournait à 24 points et quand même à 11,6 passes. C'est vraiment quelqu'un qui, à lui tout seul, te crée des choses en attaque. Je pense que c'est un joueur qui peut rentrer dans l'attaque en mouvement de Darko Rajakovic. Ces derniers temps, il s'est développé un peu sans ballon aussi. Mais bien sûr, le gros point négatif, c'est la défense. Je t'envoie la balle, la passe décisive de Trae Young. Qu'est-ce que tu penserais de remplacer Emmanuel Quickly par Trae Young?
Trae Young, c'est au niveau de l'attaque, ça serait un boost énorme d'avoir un Trae Young dans l'équipe. Comme tu le disais tout à l'heure, l'une des faiblesses de Quickly, c'est que la créativité, c'est pas. Mais tu amènes un Trae Young, il va te créer des choses. Il va, il va te créer des choses. Mais, mais un, le salaire. Deux, la lacune en défense. Donc, est-ce que ça va balancer? Mais sachant que tu as Trey Young et Brandon Ingram, Scotty Barnes en attaque, les options offensives, c'est énorme ce que tu peux avoir. Si on parvient à avoir un centre qui va aller prendre ses alley-oops, qui veut prendre donc les passes de triangle au niveau offensif, ce sera un vrai festival. Mais là, est-ce que c'est quelqu'un qui peut être un franchise player, qui peut vraiment amener une équipe? On a renforcé l'équipe d'Atlanta, mais sur papier, ils se sont vraiment renforcés cette année, mais ils ne parviennent pas vraiment. Il est vrai que bon, il est blessé, est-ce que Trae Young, c'est quelqu'un qui va amener une différence instantanée dans les Raptors de par sa présence? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il est All-Star. Il aura besoin de jouer avec des gens qui sont excellents en défense. Excellents en défense. Bon, on a Scottie Barnes quand même. Là, je ne sais pas. J'hésite. Euh, et surtout que tu as quelqu'un comme Trae Young euh, avec son salaire, Scotty Barnes avec son salaire, Brandon Ingram avec son salaire. Qui est-ce que tu peux avoir d'autre sans aller au-delà de la cape? Moi, c'est ça le problème. Sinon, au niveau du talent, donne-moi où il faut que je signe, je vais signer tout de suite. T'as, t'as, t'as parlé des bonnes choses selon moi. Je pense que si tu fais venir Trae Young, tu dois modifier certaines choses dans ton effectif. Déjà, tu as besoin d'un rim protecteur vertical. Tu as besoin de quelqu'un qui va aller chercher des alley-oops. Parce que ça marchera pas aussi bien avec Jakob Poeltl, qui n'est pas une cible de alley-oop. Peut-être il va le trouver au sol, peut-être ça peut fonctionner aussi, mais il y a toujours les inquiétudes autour de Jakob Poeltl. Mais par exemple, quelqu'un comme Nick Claxton, là, il serait excellent avec Trae Young. Nick Claxton, c'est pas quelqu'un dont je suis fan de manière générale pour l'ajouter aux Raptors dans l'équipe actuellement. Mais si tu me ramènes Trae Young et que tu arrives à avoir Claxton, je pense que là, par contre, c'est un combo qui marche très très bien. Mon autre problème, c'est par rapport à la défense. Là, je pense qu'à côté de Trae Young, tu peux pas avoir un Jay Barrett. Tu as besoin d'un arrière élite, mais vraiment élite en défense. Comme à Atlanta, ils ont Dyson Daniels, ils ont enfin trouvé le joueur qui marche avec lui. Bon, pour le reste, pour l'instant, ça marche pas. Tant pis pour eux, c'est pas notre problème. Mais il t'a besoin d'un joueur qui est élite en défense. T'as besoin d'un 3D élite. Est-ce que Jacoby Walter peut être ce gars-là? Pour l'instant, c'est pas pour gagner maintenant, parce que comme tu l'as Non. dit, il est qu'en deuxième année, il est très irrégulier, donc c'est pas la bonne personne. Donc en fait, ça nécessiterait, je pense, de trader à la fois Quickly et à la fois Barrett et de rechanger encore toute ton équipe. Donc je pense pas que c'est une bonne chose, mais si les Raptors le faisaient, quand même, je serais très intrigué d'avoir un Trae Young dans cette équipe parce que il peut vraiment sublimer un peu tout le monde quand même, malgré tout. Est-ce qu'on Ouais. arriverait à le cacher en défense? Ça reste toujours le gros problème. Les Hawks ont réussi à le faire une année quand même. Ils étaient allés en demi-finale de conférence ou en finale de conférence quand ils ont éliminé les Sixers, on s'en rappelle avec Oui. Ben Simmons qui s'était totalement écroulé dans sa tête et qui ne s'en est jamais remis d'ailleurs. Mais ils avaient réussi à l'entourer et c'est quand même. Et en plus, je pense que chez les Raptors, on ne lui demandera pas d'être le franchise player et ça peut peut-être aussi encore plus le libérer. Donc, moi, ça m'intéresserait de voir comment Darko l'intégrerait dans cette équipe, mais il y a, comme je l'ai dit, les grosses questions sur les points défensifs. Ça reste une grosse question que je n'aurai moins avec le joueur suivant. Parlons, parlons de Lamelo Ball, Patrick. Lamelo Ball, Lamelo Ball, il touche 37 millions. Il est moins cher que Trae Young, il est plus jeune et il a encore l'avantage
Non, je me suis trompé d'année. Non, 25-26, c'est ça. Et l'avantage, c'est qu'il est sous contrat jusqu'en 2028-2029. Et en 2028-2029, il touchera 46 millions. Je pense qu'à ce moment-là, son contrat, il sera hyper cool, en fait, à Ouais, ce prix-là. Le problème de la Melo Ball, c'est que en fait, à part sa saison 2021-2022 où il a fait 75 matchs, c'est que 2022-2023, c'est 36 matchs, 23-24, c'est 22 matchs, 24-25, c'est 47 matchs, et cette année, pour l'instant, c'est 17 matchs. Donc, il a été un petit peu absent, mais pas trop cette année, mais c'est encore la grosse question autour de lui. Mais sinon, au niveau statistique, c'est 21 points par match en carrière. C'est 7,5 passes, mais cette année, il tourne à 8 passes. Il a fait des saisons à 8 passes. Et à 3 points, c'est un joueur qui est à 36% en carrière. Mais c'est pareil, c'est assez trompeur parce que sur ces dernières années, il est à 31, 33, 33. Donc c'est un joueur qui met des tirs spectaculaires de loin, qui prend un gros volume, mais qui est pas si adroit que ça. C'est peut-être un petit peu ça le petit bémol avec lui. Défensivement, c'est pas dingue. Mais je pense que déjà, il a l'avantage par rapport à Quickly, c'est qu'il est grand. Hein, il fait 6-7 la Melo Ball. Donc, il n'est pas une liability, il n'est pas un point noir en défense, je pense, si vraiment il s'y met sérieusement. Donc là, le mhm, transfert, vu son salaire, ça serait Quickly plus un autre joueur et beaucoup de pics. Pareil, un des jeunes joueurs pour lesquels les Hornets seraient intéressés. Après, ça, c'est encore des négociations, c'est pas à nous de les faire. Qu'est-ce que tu penses de la Melo? moi, je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est un excellent joueur. Il a été Rookie of the Year, il a été All-Star avant les blessures. Mais aussi, Avili Williams a dit quelque chose d'important dans le match contre Washington. Il a dit, les joueurs ont besoin d'être dans de bonnes équipes. Donc, Lamelo, depuis qu'il a été drafté, il n'a jamais été dans une bonne équipe. Parce que c'est une équipe qui est en constant développement. Il n'a jamais eu une équipe qui vise le titre ou qui vise une position loin en playoff. Donc, tu l'amènes dans une équipe qui est compétitive, qui veut aller loin. Je pense que son talent est là parce c'est un bon playmaker. C'est quelqu'un qui peut créer en attaque. Tu lui donnes la balle, il n'a pas besoin d'un pick and roll pour aller chercher son panier. Des fois, il peut être adroit au tir. Donc, tu lui mets dans une équipe qui est compétitive. Il peut faire beaucoup plus de choses que là où il est maintenant. Et l'autre avantage, c'est qu'il est jeune. Il est jeune, donc tu peux l'avoir pour plusieurs années et à développer ton équipe, à rester compétitif tout en développant ses qualités. Et sa dernière année où il va faire 46 millions, comme tu l'as dit, en termes de masse salariale de la NBA, ce sera la norme. Ce sera la norme. Donc, si tu as besoin de quelqu'un qui peut avoir un impact tout de suite, je pense que c'est quelque chose qui peut être fait. Et puis, les blessures, ça n'a jamais inquiété les Raptors. Ah, historiquement, ils ont eu des joueurs blessés. Ils ont su les rétablir et les mettre en compétition en étant patients et puis avoir l'équipe médicale qu'ils ont. Je pense que ce serait un bon pic pour les Raptors, que ce soit aujourd'hui, que ce soit pour le long terme aussi. Oui, parce que Lamelo Ball, il a 24 ans hein, seulement. Il a Ouais. déjà une, deux, trois, quatre. Il a déjà 6 saisons en NBA, mais il a Mhm. que 24 ans. Et en fait, je pense que ses blessures et tout ça, ça fait un petit peu penser au début de carrière de Steph Curry. Steph Curry, il a pas percé tout de suite, hein. Il a eu des problèmes de cheville, il a eu des problèmes de blessures. Et quand ils ont été capables de régler ça, on a vu comment il a explosé. Je dis pas que Lamelo Ball va devenir Steph Curry, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais moi, franchement, j'aime beaucoup le profil. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans des Raptors qui sont complètement contre, parce que c'est vrai que c'est un joueur fantasque. Mais comme tu l'as dit, il n'est pas dans une équipe sérieuse. Et même son nombre de matchs, je me demande si c'est parfois parce qu'il n'a pas fait les efforts de revenir, parce que son équipe tankait aussi. Parce que l'année où il est All-Star, c'est sa deuxième saison NBA seulement. Il joue 75 matchs. Je crois qu'ils vont en play-off même. Ils sont en playoff, oui. Il tourne à 20 points par match, à 7 passes décisives. 1,6 interceptions, donc il défendait quand même, même si les interceptions, ça ne veut pas toujours tout dire, et il était à presque 39% de réussite à 3 points. Donc je pense qu'un Lamelo qui est dans un contexte sérieux,
avec un coach comme Darko qui va savoir comment lui parler, comment le mettre à l'aise. Peut-être aussi un déménagement en dehors des États-Unis, au Canada, ça peut Mhm. aussi lui mettre du plomb dans la tête, hein, parce que c'est toujours un changement à aborder. Ça me fait quand même rire parce que les Américains qui partent au Canada, on dirait ils partent à l'autre bout du monde, alors que Quickly l'a dit dans la petite interview, je crois que c'était avant le match des Raptors, là, le plus gros changement pour lui, c'était de partir à l'étranger chez les Raptors. Bon, c'est toujours un peu drôle parce que les gars, tu quittes New York, tu vas à Toronto, c'est pas une énorme C'est différence. c'est pas, Il c'est y pas a, une grande différence, oui. il y a un peu moins de building et c'est tout aussi multiculturel. C'est pas juste les mêmes populations, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, c'est toujours drôle, mais on voit quand même que ça fait un impact psychologique sur les joueurs américains. Donc, moi, personnellement, pour moi, ça serait un grand oui si les Raptors parvenaient à avoir la Melo Ball, surtout que niveau salaire, comme je l'ai dit, c'est un tout petit peu plus que Quickly, en fait, au final. Et tu l'as sous contrat jusqu'en 2029 et en plus pour un salaire qui sera pas cher au fur et à mesure que les années avancent. Ça sera pas une grosse partie de la masse salariale, à mon avis, 46 millions à 27 ans, et c'est le même pari que Brandon Ingram, en fait. Donc moi, c'est un pari que je prendrais. En tout cas, Ouais. c'est un vrai pari que je prendrais. Un autre pari, Patrick, et on va vraiment avancer parce qu'en fait, le temps passe très vite. Notre ami Jamorant, Patrick. Jamorant qui pourrait aussi quitter les Grizzlies. Après tout ça, c'est pas garanti que ces joueurs-là seront sur le marché et c'est pas garanti que les offres des Raptors contenteront aussi ces équipes-là qui auront peut-être d'autres offres plus alléchantes ailleurs. Mais bon, explorons les pistes. Jamorant, c'est 39 millions, donc c'est un petit peu plus que la Mélo. Et ensuite, ça sera 42 et 44 sur les années à venir. Donc, c'est pas encore des salaires dans les 60 millions. C'est les prolongations qui ont été signées dernièrement, comme des Jalen Brown et tout. Donc, ça reste des joueurs corrects que tu devras vraiment payer d'ici 3 4 ans. Si ça fonctionne bien avec eux, tu feras le point. Ja Morant, lui aussi, il y a quand même un historique de blessures. Euh, Parce que c'est aucune saison à plus de 67 matchs. Donc il y a quand même ça à prendre en compte. Mais Jamoran, quand même, c'est des saisons à 27,4 points, 26,2 points, 25 points. Un peu moins bien la saison dernière, mais on sait qu'il a eu des soucis, hein. Il n'a pas beaucoup joué, c'était compliqué. 23,2 points. Et cette année, on sent qu'il n'a pas envie, c'est 17 points, 3,5 rebonds, 7,5 passes. Ça reste quand même un passeur, un créateur et surtout un joueur qui peut aller au cercle de manière exceptionnelle. Défensivement, c'est pas fou non plus. Ça ressemble un petit peu à Quickly selon moi. Il est assez grand, mais pas autant que ça. Et il est assez fin, donc il va se faire pas mal rentrer dedans. C'est entre Trae Young et Lamelo pour moi, défensivement. Ja Morant. Qu'est-ce que tu en penses de Ja Morant? Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que le tir à 3 points, c'est absolument pas sa force. C'est 31% en carrière. Cette année, c'est catastrophique, c'est 19%. Et puis, j'oubliais, Patrick, aussi, je viens de te faire le portrait de Ja Morant, mais bien sûr, il y a eu les affaires qu'on connaît extra-sportives. Donc, voilà, j'ajoute ça. Mais qu'est-ce que tu penses, du coup, de Ja Morant? Je pense que Ja Morant, son problème, c'est un problème de fit. Euh, Fit sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que la culture des Raptors, c'est, il- depuis longtemps, que ce soit Masai ou Bobby, ils amènent des joueurs qui fit vraiment la culture des Raptors. Et je ne pense pas que Ja Morant soit vraiment la personne qu'il faut. D'abord, sur le terrain, ils ont un peu changé le système à Memphis et ça l'a un peu dérangé parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir la balle dans ses mains pour créer. Et donc, si tu changes un peu le système où il est off-ball, où on voit moins d'efforts de sa part. Et je pense que juste ça, je ne pense pas qu'il doit fitter avec Darko, qui est un coach qui va te le faire savoir. Si tu ne fais pas d'efforts, il est gentil, mais il va te faire savoir lorsque tu ne fais pas d'efforts. Autre chose, c'est vraiment pour Memphis, il a été beaucoup plus une distraction qu'autre chose.
Donc, ses affaires en dehors du terrain, en tout cas, peut-être quand il va entrer dans une équipe qui est en compétition pour aller vers un titre, il va se conformer à la culture de l'équipe. Mais aussi, il y a cet aspect où on ne sait pas ce qui se passe réellement dans les coulisses. Parce que Kyrie Irving à Brooklyn disait que c'était une distraction. Il arrive à Dallas, ils vont en finale. Donc, le fit, c'est question de culture, c'est question de... Mais concrètement, sur le terrain, je ne sais pas s'il va apporter beaucoup plus à l'équipe. En attaque, il est moins adroit à 3 points que Emmanuel Quickly. Mais sa force, c'est la création. Quand même, c'est quelqu'un qui peut créer, c'est quelqu'un qui peut aussi donner de bonnes passes. Mais en termes de fit, je ne le vois pas vraiment dans cette équipe. Bon, en tout cas, c'est mon Intéressant. avis. Ouais. Ouais, 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 bah, c'est ton avis qu'on demande, hein, de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un petit peu plus nuancé sur plusieurs choses. Par rapport à Darko, je pense quand même que ce serait pas un problème parce qu'il a eu Darko en tant Ah oui, qu'assistant c'est à vrai. Memphis À et Memphis, oui. qu'on sait que Darko a été vraiment apprécié par beaucoup de joueurs à Memphis. Mais je sais pas si Ja Morant en faisait partie. On sait qu'il y a Bane, on sait qu'il y a Jackson. Alors lui, par contre, si on pouvait l'avoir, mais c'est une autre Ah, discussion. Mais ça, je pense à la limite, et le fait de changer de pays, on va lui dire là, on te donne une seconde chance, etc. Il y a moins d'histoires de port d'armes aussi au Canada. Il va pas rentrer sur le territoire avec ses armes, sauf s'il le fait en douce et tout. Là, on aura des vrais problèmes, ça c'est sûr. Mais ça, je pense à la limite, ça pourrait le faire. Là où je te rejoins, c'est vrai que dans l'attaque des Raptors, oui, il va apporter ce drive, cette pénétration qui manque chez les Raptors. Mais par contre, on a quand même besoin d'un joueur capable d'écarter le jeu, de shooter à 3 points. Et je pense pas que tu mets le ballon au poste à Ingram, par exemple. Tu as déjà Scotty Barnes dans un coin. Si tu as Ja Morant en plus, je pense pas que la défense s'écarte au maximum. Déjà, on sait qu'avec Scotty, il est en réussite cette année, mais quand même les défenseurs ne le respectent pas trop, donc ils vont resserrer. Et on l'a vu ce que ça a fait avec Ingram ces derniers temps, des grosses défenses sur lui. Si tu as Ja Morant en plus, et je suis pas certain de son jeu en coupe aussi non plus, et du coup, il ferait aussi doublon avec RJ Barrett. Donc là encore, je pense que c'est un peu comme Trae Young, il faudrait changer ta ligne arrière pour l'adapter à Ja Morant avec vraiment un spécialiste sniper à 3 points défensif sur le poste 2 et Ja Morant. Et limite, il faudrait aussi un centre qui s'écarte et tire à 3 points. Je pense qu'avec Yak, ça serait vraiment compliqué. Est-ce qu'on aurait un 5 avec Mamou? Mais encore, on a parlé des problèmes que ça pose tout à l'heure. Je pense pas que tu vas récupérer Ja Morant et Jaren Jackson Jr., surtout que Jaren Jackson Jr., lui, il a eu l'extension récemment et il est payé hyper cher. C'est juste pas possible de l'avoir. En vrai, c'est pour ça que je préfère même pas parler de lui, mais un autre 5 qui puisse s'écarter. Il n'y en a pas énormément en NBA hein, qui sont capables d'être bons des deux côtés du terrain tout en s'écartant. Donc ça reste très compliqué et je suis d'accord avec toi sur le fit. Je trouve que c'est quand même malgré tout compliqué. Il faudrait, faire l'effectif en fonction de lui, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, c'est aussi un joueur qui a besoin de beaucoup la balle en main. Je suis pas sûr que ce soit un joueur qui soit capable de beaucoup jouer sans ballon. Là Non. où je pense que Trae Young et Lamelo peuvent quand même, peuvent quand même y arriver un peu plus. Lamelo, je l'ai pas vu le faire, donc je suis pas si sûr, mais je pense que Trae Young pourrait s'adapter à ça. Oui, il a joué Mais avec un autre meneur qui venait des San Antonio avec Spurs. Dejounte Ouais. Murray, même si ça Ouais. n'a pas trop marché, malgré tout, il a développé son jeu sans ballon, Trae Young. Et puis, selon les fans français des Atlanta Hawks, il a quand même progressé en défense aussi, donc ça serait à voir. Mais ouais, pour Ja Morant, c'est celui des trois pour lequel je serais moins enthousiasmé. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Si on devait classer ces trois stars, ça serait pour moi en un Lamelo Ball, en deux Trae Young, mais avec des problèmes défensifs, et Ja Morant en trois avec des problèmes de fit. Ce serait le genre pour lequel il faudrait encore le plus adapter l'équipe en fonction de lui. Et est-ce que Mhm. c'est ça que tu veux faire?
ça serait un message envoyé à Barnes qui serait assez étrange quand même. Ouais, c'est ça. Moi aussi, en termes de classement, c'est comme ça que je le verrai. Mais je ne vois pas les Raptors aller vers Ja Morant. Ça me surprendrait. Ça me surprendrait vraiment. Ouais, Affaire à suivre, hein. Qui sait, peut-être ouais. Darko, il l'apprécie et puis on ne sait pas tout. Il va glisser deux mots à Bobby. Il va faire du tampering. Il va appeler Ja. Il va dire qu'est-ce que tu penses de me rejoindre? Et puis on verra ce que ça donne. Pour terminer, une autre star, mais là c'est carrément dans un autre plan. Ça serait pour être vraiment compétitif et est-ce qu'il nous ferait passer dans une autre catégorie pour aller jouer le titre? Je suis pas sûr, mais en tout cas, l'avantage c'est que ça serait un essai de courte durée et ça pourrait libérer du cap space derrière. Ça serait bien sûr James Harden. Il y a des fans qui me l'ont suggéré, il y a des fans qui veulent James Harden aux Raptors. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que James Harden cette année, il tourne encore à 26 points par match. Mhm, mhm. 26 points par match. 8 passes décisives, il est à 37% à 3 points. Ça reste un joueur très très fort. Mais bon, le problème de James Harden, c'est toujours les questions défensives. Et James Harden, comme on le sait, c'est le système. Donc, que fait-on du Le système système de lui. d'Arco? Que fait-on du système d'Arco avec James Harden? Son salaire, c'est 39 millions aussi, donc, et une player option à 42 pour l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'essai de James Harden sur 2 ans? Si ça marche pas, il est libre dans 2 ans. Tu peux le re-signer si ça marche à prix moins cher. C'est quand même un meneur de jeu qui a fait ses preuves, hein. C'est un joueur qui va Ah te faire oui, c'est un All-Star, c'est un Hall of un Fame. Hall of Fame. Ah, oui, 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 mais aux Raptors, non, je ne vois pas ça. Parce que il faudra aller du système Darko au système Harden. Et ça va à l'encontre de tout ce que Darko a construit les 3 dernières années. Harden, bon, c'est pas décisif pour moi, c'est pas indicatif du jeu de Harden. Harden, c'est parce qu'il est en isolation et il parvient à battre son défenseur et quelqu'un, bon, il va lancer la balle en haut, quelqu'un va finir, mais c'est pas vraiment du jeu où la balle va circuler, il va trouver les D4. Non, c'est lui le système, en fait. C'est lui le système. Et là, le problème, je trouve que lui, il veut gagner le titre tout de suite. Et c'était ça qu'il voulait avec les Clippers. Sur papier, c'était une bonne équipe, mais là, ils ne parviennent pas à aller loin. Donc, c'est quelqu'un qui veut le titre tout de suite. C'est quelqu'un qui veut le ballon à chaque fois. Et si je peux jouer maintenant, je jouerai mieux la défense que lui. Parce qu'en défense, il ne fait rien du tout. Il ne fait pas d'efforts, il ne fait pas. Bon, il est vrai qu'il n'est pas recruté pour être un bon défenseur, mais je pense que les Raptors ne pourraient pas lui payer autant d'argent pour un retour qui ne serait pas. En tout cas, lui-même, je ne pense pas qu'il serait ouvert à venir aux Raptors. Parce que, parce que lui, il préfère être dans une équipe où il va gagner aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire aussi, il est en fin de carrière. Il est en fin de carrière et il reste beaucoup moins d'années pour lui pour qu'il puisse jouer dans une équipe qui se développe, qui se cherche. Euh, Moi, je ne vois pas de fit vraiment avec les Raptors. Pas du tout. Aucune Moi, fit. je te, moi, je te suis sur la même chose qu'on a dit pour Anthony Davis, en fait, sur le fait que si tu ajoutes Harden, c'est même pas sûr que l'équipe, elle est prête maintenant à aller gagner, en fait. Parce qu'il y a trop de joueurs qui doivent encore se développer, notamment sur le banc. Et même sans parler de ce que tu as dit, parce que je te rejoins totalement, sur l'alchimie d'équipe, sur le système d'Arco, qu'il faudrait tout modifier. Pour moi, c'est juste que, comme tu dis, à 37 ans, 36 ans, 37 ans, Harden, il veut aller gagner tout de suite. Et c'est pas en venant aux Raptors qu'il va gagner tout de suite. Je pense que s'il vient aux Raptors, il faudrait attendre 2 ans, peut-être 3 ans, de le temps de s'adapter à lui, que les joueurs se développent. Et en fait, il a pas ce temps-là, en fait. Il aura 38 ans après sa player option. Je pense pas que ce soit dans son optique de venir aux Raptors, comme tu l'as dit. En plus, ouais, c'est. Non, Et c'est. surtout, même.
même quand il était au pic de sa carrière, c'était un bon joueur en saison régulière et en playoff, il disparaît. En playoff, il disparaît. Il peut jouer un match sur quatre où il est excellent, mais après, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est un problème mental, mais chaque fois au playoff, il est l'ombre de lui-même. Donc, moi, je ne vois pas. C'est un joueur qu'il faut qu'il soit avec une autre grosse star à côté. En fait, c'était bon sur le papier, c'était pour les Clippers. Avec Kawhi, avec tout ce qu'ils ont eu, mais ça n'a pas marché pour multiples raisons. Mais je ne vois pas Harden être un franchise player qui veut t'amener au titre. Je ne le vois pas vraiment. Mais c'était aussi bien sur le papier avec Kyrie et Durant. Oui, Et il s'en est fallu de pas grand-chose pour qu'ils éliminent les Bucks. Et je pense qu'ils pouvaient aller au titre l'année où le pied de Durant était sur la ligne à 3 points et que c'est parti en prolongation plutôt que gagner le match. Mais c'est vrai, bah, on est assez d'accord là-dessus. Parfait. Maintenant, on va parler de petits mouvements à la marge. J'en ai juste deux à te proposer, mais pour moi, il y en a un des deux qui est un peu comme Daniel Gafford, qui est très compliqué à faire. Il a été proposé par nos amis de Raptors République. C'est Colin Sexton, du côté des mhm. Hornets. Colin Sexton, j'ai été étonné en fait, mais il a des bonnes stats ces 3 dernières années, hein. Il tournait à 18 points au Jazz les 2 dernières années. Cette année, il est à 15 points. Et surtout, il est à 39, 39 et 40% de réussite à 3 points sur ces 3 saisons-là. Cette année, il est à 37,3. C'est vraiment un sixième homme très intéressant parce qu'il est capable de pénétrer, parce qu'il est très fort en pénétration, et il est capable de tirer de loin. Et c'est plutôt un bon défenseur, on l'a vu contre les Raptors. Le problème, c'est qu'il est à 18 millions 975 000 cette année. Après, il sera agent libre. Et du coup, je pense pas que c'est un meneur titulaire qu'on va Ah échanger non. contre Quickly. Pas du tout. Mais comme pour les autres, comme pour, on avait dit pour Gafford, malheureusement, on n'a pas des salaires suffisants pour le matcher. Il faudrait prendre 3 jeunes joueurs à 6 millions, 5 millions pour pouvoir faire la somme totale avec Sexton. Donc ça me paraît compliqué. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu si on prenait juste le profil du joueur? Bon, juste le profil, je pense que avoir un joueur comme Sexton à la sortie du banc, ça fait du bien parce que chaque équipe, ils ont besoin d'un joueur comme lui. Comme Lou Williams, comme celui qui était au Jazz, il est maintenant Claxton. Oui, Clarkson. oui, Clarkson. oui. Donc, les équipes fortes ont besoin d'un instant offense en sortie de banc et je pense que ce serait son rôle. Ce serait son rôle. Je ne le vois pas remplacer Quickly, RJ, mais avoir, surtout que les Raptors, à la sortie du banc, on n'a pas vraiment beaucoup de créateurs. Non. On n'a pas besoin. C'est pour cela que Darko a besoin de Ingram dans la deuxième unité. Il a besoin de Scotty dans la deuxième unité parce qu'il n'y a vraiment pas de créateur. Quelqu'un que qui peut donner la balle et créer quelque chose en tir instantané comme dans le temps qu'on a eu avec Lou Williams. Mais ce serait ce genre de choses. Est-ce que les Raptors ont besoin de ça maintenant? Oui et non, parce que pour moi, Grady Dick, ça n'a pas, c'est pas la saison vraiment qu'on attendait de lui. Euh, Jacoby, quand même, lui, il peut défendre. C'est mieux que par rapport à Grady Dick. Donc, on aurait besoin de quelqu'un comme Sexton qui peut créer, qui peut te faire donc une création offensive de sorte que tu lui donnes le ballon, il va créer quelque chose. Mais sinon, je ne le vois pas. Il serait bon dans une équipe compétitive parce que quand même il est bon offensivement. Euh, Mais des fois, je me dis le fait que en si peu d'années de carrière, il a fait trois, quatre équipes. Je me dis pourquoi les équipes continuent à l'envoyer ailleurs? Est-ce que il a fait, je pense qu'il a fait Cleveland. Il a fait Cleveland, Utah et Charlotte. Donc, ça fait trois équipes. Je me dis, pourquoi ils continuent à l'envoyer ailleurs? Je ne sais pas. Peut-être ils ont des informations qu'on n'a pas. Mais je ne vois pas
un joueur qui peut apporter quelque chose d'extraordinaire, qui peut nous amener à un autre niveau. Ouais, non, là, l'apport, c'est vraiment pour booster le banc et pour booster les problèmes de toucher la raquette des Raptors parce qu'on sait que Jamal Shead est limité quand même malgré tout. Quand il va au cercle, il se fait contrer, on l'a dit assez souvent. Colin Sexton, c'est plus grand, c'est un meilleur finisseur au cercle. Donc Mhm. c'est vraiment dans cette optique-là. C'est un défenseur aussi plus grand pour certains duels, match-up où Jamal Shead serait trop petit. Tu peux les mettre ensemble aussi. Donc ça ajouterait un genre de plus sur la ligne arrière. Après, si Colin Sexton est bon, est-ce que ça enverrait pas définitivement Jamal Shead sur le banc? C'est aussi la question que se posaient les gars de Pull-Up Tray, parce que malgré tout, ça fait un joueur de plus. Donc, on Mhm. est quand même bien fourni sur les lignes arrière. Donc, ça serait à réfléchir aussi. Est-ce que on a aussi confiance que ça en Jamal Shead? J'ai l'impression que oui. Donc pour moi, entre le salaire de Jamal Shead et le salaire de Colin Sexton, c'est assez énorme la différence. Et Ah oui. comme je disais, c'est pas vraiment faisable en fait en soi. Mhm. Donc voilà, mais en soi c'est un profil, si tu pouvais l'ajouter aujourd'hui aux Raptors, mais qu'il soit payé 2 fois moins, c'est un transfert que tu peux faire direct, quoi. S'il avait le salaire de Ochai Agbaji, je pense que c'est un transfert que les Raptors pourraient faire. Ça rééquilibrerait un petit peu par rapport au nombre d'arrières, au nombre de meneurs, mais pour moi c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Le dernier, ça serait un très très beau pari. Ça serait un pari sur la fin de la saison parce qu'il est en fin de contrat et il est à 12 millions. Donc là, ça serait contre Ochai plus un jeune éventuellement pour lequel les Bulls seraient intéressés. Les Bulls, ils ont pas mal de joueurs blancs. Peut-être qu'un Grady Dick en plus, ça les intéresserait. Vucevic, Buzelis, Giddey, Grady pourraient faire une all-white team. C'est Kobe White. Kobe White qui est à 12 millions. Et Kobe White qui tourne quand même à 21 points par match cette saison. La saison dernière, il tournait à 20 points. C'est un joueur qui crée énormément son tir pour lui-même, qui peut pénétrer, qui peut tirer de loin. La saison dernière, il était à 37% depuis 3 saisons. Et à la saison d'avant, il était à 38. Cette année, il est un peu plus en difficulté. Il est à 31,9. Mais lui aussi, il a été blessé, hein. Il a Il a fait que été blessé, 13 oui. matchs. Voilà, Ouais. il revient petit à petit. Mais voilà, c'est un scoreur pur en sortie de banc, mais en concurrence aussi avec Quickly, parce qu'il pourrait peut-être prendre plus le rôle off-ball que Quickly, c'est à voir. C'est moins un passeur, mais il est quand même à 5 passes par match cette saison. Donc, dans le système d'Arco, ça peut être totalement un passeur à 6 ou 7 passes. Euh, Tu peux le récupérer cette année, le mettre en concurrence avec Quickly et que le meilleur gagne. Ouais. Ah, c'est un excellent joueur. La saison dernière, il était vraiment très bon. Et je pense que c'est... Bon, il est vrai que Chicago n'était pas une très bonne équipe l'année passée, mais Kobe White, c'était vraiment, à mon avis, leur meilleur joueur carrément sur le terrain pendant plusieurs rencontres. Et c'est quelqu'un, si tu veux, comme on disait pour Sexton, si tu veux instant offense, tu l'entres, il peut tirer, il peut pénétrer, c'est un joueur avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je pense à la sortie du banc, il peut nous faire du bien. Il peut nous faire du bien. Et puis, c'est un joueur qui fait quand même pas mal de saisons maintenant. Donc, est-ce que c'est sa quatrième année ou cinquième? Sa Euh, 8e année. oh, huitième, voilà. Il est là depuis 2019. Donc il apporte quand même un peu d'expérience avec lui. Moi, je trouve que ce serait un très bon élément à voir à la sortie du banc. Ouais, et maintenant, c'est comment tu le récupères. Et le problème, c'est est-ce que tu négocies tout de suite une prolongation de contrat, mais de qui tu te sépares, parce que la prolongation de contrat, elle sera pas à 12 millions pour l'année Ah non, prochaine. Donc non. c'est ça qui sera la problématique ensuite pour savoir est-ce que tu le récupères, t'essayes, tu négocies avec lui pendant l'été, et au pire des cas, tu as libéré de la masse salariale, et de toute façon, tu t'es pas séparé d'un joueur de ton 5 de départ. Ça peut être une solution aussi. Mhm. Mais à mon avis, c'est pas le genre de joueur pour qui tu vas faire comme tu as fait avec Ingram où tu le recrutes et tu le prolonges direct. Tu vas attendre de voir ce que ça donne, avec le risque qu'il puisse partir ailleurs cet été. Mais quoi qu'il en soit, ça libère la masse salariale si tu veux re-signer RJ Barrett. Donc ça peut être une solution, ça peut être un pari à tenter, et ça peut être un joueur
qui te booste ton banc de manière assez sensationnelle. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Oui, Défensivement, je sais. ils ont fait la même chose avec Lou Williams. Ils ont Ouais. eu une saison, ça a boosté l'équipe. Il a été sixième homme. Après, il est parti. Mhm. Après, il est parti. Donc, ça peut être ça. Et puis, oui, en tout cas, c'est un bon, ce serait un bon élément à voir à l'équipe. Mes questions après, c'est défensivement, je j'arrive pas trop à le juger parce que les Bulls, je les ai pas trop regardés pour être honnête, mais je sais que pendant un temps, les Bulls avaient une bonne défense l'année dernière, c'était assez surprenant. Mais je pense que dans la second unit des Raptors, il y a moyen de mettre des joueurs qui défendent bien autour de lui. Il peut Mhm. avoir Jacoby Walter, CMB avec lui, même Scotty Barnes. Donc, je pense que un talent offensif comme ça, si tu peux te permettre de l'avoir, si les Bulls ne veulent pas le prolonger et qu'ils sont prêts à le lâcher pour je pense que ça sera pas pour grand-chose au final parce que ils voudront peut-être un jeune à développer ou des pics surtout. Je pense qu'il y a moyen, ça sera un peu comme avec Yak. En fait, ce sera un joueur qu'ils n'ont pas envie de prolonger parce que ça leur coûte trop cher et que tu peux récupérer pour le tenter de février à avril et pourquoi pas pendant les playoffs. Et s'il te fait des merveilles pendant les playoffs, après tu vois ce qui se passe, quoi. Oui, c'est ça. Ça devrait être ça. Et puis, je pense que quelqu'un qui peut amener la instant offense aux Raptors, ça ferait toujours du bien. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de quelqu'un qui entre, qui fait une différence tout de suite et qui peut créer. Donc, oui, ce serait un bon essai à faire. Et puis, si ça ne le coûte pas beaucoup, ouais, pourquoi pas? Ouais. Parfait, on a fait le tour de ses renforts sur le poste d'arrière meneur. J'avais un dernier joueur, mais je suis allé voir son salaire et en fait, c'est juste pas possible. C'était Jordan Poole, mais Oh, pour le relancer en tant que sixième homme, mais en fait, il est à 38 millions par saison, donc il n'a pas du ouais. tout un salaire de sixième homme chez nous. On n'a pas de quoi lui donner, donc Et puis, je pense qu'il est blessé aussi. il s'est blessé? Ah, peut-être. En tout cas, il n'est pas en train de jouer ces temps-ci, je pense. À ce Ok. moment, il était blessé, oui, oui. Ok, parfait. Passons pour terminer au match face aux Warriors, l'ancienne équipe de Jordan Poole, là où il s'est révélé justement en tant que sixième homme. Quelles sont les clés? À quoi tu t'attends face à Steph Curry et toute sa bande? Mais c'est une équipe qui se cherche, les Warriors. Ils ont eu des problèmes de blessures, ils ont eu des problèmes de Kaminga qui ne joue plus. Ils se cherchent. Et puis, c'est une saison où c'est vraiment un peu difficile, mais c'est une équipe qui a Stephen Curry. Et donc c'est les deux équipes, je pense, au niveau de la NBA qui, lorsqu'ils jouent à Toronto, on a la moitié des fans qui sont pour l'autre équipe. Donc, c'est LeBron James et Stephen Curry. Donc, il y a plus de maillots de Stephen Curry que les maillots des Raptors dans le jeu. Et je pense que ils ont un peu le même problème que nous, c'est le problème de la taille, parce qu'ils n'ont Mhm. pas, depuis qu'ils ont libéré Looney qui est parti, ils ont récupéré des pivots, mais qui ne sont pas vraiment des protecteurs de cercle. Et ils ont vraiment un problème d'identité. Ils se cherchent, mais c'est quand même les Warriors. Donc, si les Raptors jouent comme ils ont joué contre Washington, là, ils vont se faire écraser carrément. Et donc, il y a moyen de gagner contre les Warriors, mais il faudra que les Raptors amènent vraiment leur A-game. Et que Yak soit là, et que RJ puisse jouer, et que CMB puisse jouer. Donc là, on a une chance, mais les Warriors, que ça reste quand même une équipe avec beaucoup d'expérience et une équipe qui a envie de gagner parce que ça perd ces derniers jours. Et puis, il y a eu le drame Draymond Green et son coach. Donc, ils ont des choses à régler entre eux, mais quand même, ça reste une très bonne équipe. Ben, totalement, mais je pense que ça reste quand même un profil d'équipe qui correspond plus aux Raptors actuellement, euh, parce que c'est pas une équipe qui va t'agresser à l'intérieur. Donc ils ont alors Ford, mais qui est maintenant un pivot qui s'écarte énormément, qui va plus vraiment sous le cercle. Je sais même pas s'il joue beaucoup de minutes. Et ils ont pareil des joueurs qui s'écartent comme Post. Et au final aussi Draymond Green qui joue beaucoup centre. C'est ça
fait un peu grincer des dents avec son entraîneur. Il y a une certaine lassitude de devoir défendre le poste de pivot en permanence. S'il n'y a pas Jakob Poeltl, il va être content parce qu'il va jouer contre une version de lui-même en Scotty Barnes Mhm. ou en CMB. Mais j'ai hâte de voir CMB face à Draymond Green. Ça peut être très très intéressant. Même Scotty Barnes, on aime toujours quand il l'affronte. Mais comme tu l'as dit, il y a quand même Jimmy Butler, il y a quand même Stephen Curry. C'est pas des joueurs à prendre à la légère. Et puis ils seront à moitié à domicile, comme tu le dis. C'est l'un de ces matchs-là où il y a plus de maillots de l'équipe adverse. C'est Boston en général, les Lakers, comme tu l'as dit, et les Warriors. C'est les trois équipes qui sont vraiment à la maison chez les Raptors la plupart du temps, ou au moins moitié-moitié. Donc, je pense que l'un des gros facteurs importants de ce match, ça sera les rebonds. Les Raptors, Mhm. s'ils arrivent à dominer au rebond, que ce soit rebond offensif, rebond défensif, je pense qu'il y a des rebonds offensifs à aller chercher contre cette équipe. Et puis les rebonds collectifs en défense, parce qu'on sait que ça tire beaucoup à 3 points, qu'il y aura des rebonds longs. Et puis bien sûr, la défense sur Curry, on va voir qui c'est qui va se le coltiner, aller lui courir après. Butler, j'ai moins de soucis parce que je pense que Scotty Barnes, il peut le prendre et il peut bien défendre sur lui. Et ensuite, qui va défendre aussi sur Brandon Ingram du Mhm. côté des Warriors? Est-ce que c'est Jimmy Butler? C'est un excellent défenseur, mais il va lui rendre des centimètres aussi. À mon avis, Draymond Green ne peut pas aller défendre sur Ingram, sinon Scotty Barnes va lui aussi avoir des avantages physiques. Il joue assez petit avec Podziemski et Curry, je crois, sur la ligne arrière, Ouais. si je dis pas de bêtises. Donc, je pense que ça peut être, quand même, si les Raptors font un bon match, ça peut être une équipe prenable. Mais bien sûr, ça reste les Warriors et on n'est pas à l'abri d'un festival offensif et de Raptors qui ont du mal en attaque en ce moment et qui ne marquent pas beaucoup. Et les Warriors ont quand même mis 126 points contre Dallas lors du match de Noël. Bon, il y a eu la blessure d'Anthony Davis, bien sûr, mais c'est ça. Bah, d'ailleurs, tu vois, euh, ils ont joué plus grand parce qu'ils ont mis Quinton Post et Curry était avec Moody dans la ligne Oui, arrière et Moses Moody, Butler et oui. Green. Donc là, Mhm. c'était carrément différent. Par contre, ils ont joué beaucoup plus grand. Et à mon avis, Steve Kerr, il est pas bête. Il va retenter l'expérience face aux Raptors. Ah oui, c'est sûr que donc les scouting reports vont indiquer que les Raptors ont besoin de taille, donc c'est leur faiblesse. Donc c'est sûr que il va amener des joueurs de grande taille puis d'être plus compétitif au rebond. Donc, mais ça reste toujours les Warriors, ça reste toujours Stephen Curry. Il faudra vraiment amener et venir avec beaucoup de combativité, puis de jouer un jeu physique, et puis de tenter de limiter les dégâts avec Stephen Curry, ça c'est sûr. Et pour terminer, je vais te demander un petit pronostic pour la fin de saison, la fin d'année des Raptors sur les 3 derniers matchs à la maison. Quel est un peu ton pronostic? Warriors, back-to-back contre Orlando et pour terminer l'année le 31, les Nuggets. Quel est ton pronostic, Je Patrick? pense Allez. que ce week-end, on va avoir un sur deux, soit les Warriors, soit les Magic, mais on va avoir un sur deux, mais on ne va pas battre les Nuggets. On ne va pas. Donc ce sera un sur trois. Donc pour toi, les Raptors terminent l'année avec un bilan de 19 victoires et 16 défaites. Ouais. Bon, franchement, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, oh oui, on ne s'attendait pas à ça, hein. On ne s'attendait pas à ça du tout, du tout, du tout. Mais je pense que sur les Mais, 3 matchs qui restent, je pense un sur trois. mais 19-16, on se rapproche quand même des 50% que nous, on avait prédit. Donc là, petit à petit, quand même, le bilan, ça baisse vers les 50%. On va suivre ça avec grand intérêt, en tout cas. Merci à toutes et à tous. C'était un épisode long puisqu'on n'était pas sur les ondes. Donc j'espère que vous avez bien profité et que vous avez apprécié. On vous souhaite une très belle année 2026 puisqu'on se retrouvera l'année prochaine pour le prochain Franco Raptors. En attendant, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez comme d'habitude sur chocfm.ca, sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube pour voir nos têtes. Merci à toi, Patrick. Et puis, on se retrouve dimanche, pardon, pour ce match contre les Oh, Warriors. Pas oublier, c'est à 15h, donc c'est une horaire super cool, un horaire super cool pour la France, qui auront le match à 21h chez eux. Donc, on espère que les Raptors vont faire plaisir à nos fans de l'Europe. voilà, on va se retrouver dans une année.
l'année prochaine. Et puis, ce sera un plaisir de retrouver tout le monde sur les ondes de Choc FM et bien sûr sur toutes les plateformes numériques. Et puis, on espère beaucoup plus de victoires et de bonne santé pour les Raptors l'année 2026. Bonne année et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! let's go Raptors!